Qui est la meilleure candidate ou le meilleur candidat pour diriger votre ville demain ? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale débat élection municipale 2020, J-4 avant le premier tour. Place tout à l'heure en deuxième partie de soirée à Hénin-Beaumont, en simultané Boulogne sur la Côte d'Opale. Mais on commence avec l'une des villes qui sera observée de près au niveau national. Elle fait figure de forteresse imprenable, mais les électeurs pourraient décider de tourner la page. On met le cap sur Lille. Lille compte au dernier recensement 232 787 habitants. La capitale des Flandres reste attractive avec une population en légère augmentation, plus 0,36% entre 2012 et 2017. En 2016, selon l'INSEE, un quart des Lillois vivaient sous le seuil de pauvreté et près de 20% de la population active était au chômage. En 2014, 4 candidats s'étaient qualifiés pour le second tour des municipales. À la tête d'une liste d'union de la gauche, la maire sortante Martine Aubry s'est offert un troisième mandat en recueillant 52% des suffrages, devant Jean-René Le Cerf, candidat d'union de la droite, et Éric Dilly du Front National. Alors, quels sont les enjeux et les priorités pour Lille en 2020 et qui sera le mieux placé pour les porter ? C'est l'heure du débat. Et pour co-présenter cette soirée, à mes côtés, Stéphane Barbero, journaliste à France Bleu Nord. Bonsoir. Bonsoir. Et sur ce plateau, 6 des 10 candidats engagés dans la course dans l'ordre de votre placement qui a été tiré au sort. Le sénateur Les Républicains, ancien ministre du Logement et de la Jeunesse, ancien maire de Lambersart, Marc-Philippe Daubresse, à la tête d'une liste de centre-droit baptisée « Tous pour les Lillois ». Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, vous menez la liste de la France Insoumise décidée pour Lille. Bonsoir Julien Poix. Bonsoir. Investie par La République En Marche, Violette Spielbout, directrice relations clients à la SNCF, anciennement chef de cabinet de Martine Aubry, numéro 1 sur la liste Faire respirer Lille. Bonsoir Violette Spielbout. Maire sortante de Lille pour la liste du Parti socialiste soutenue par le Parti communiste. Martine Aubry, bonsoir. Vous menez la liste Lille en commun, Lille en confiance. Bonsoir. Il est avocat et conseiller municipal à Lille. Éric Catelin-Denu conduit la liste du Rassemblement national qui s'appelle Union, Rassemblement National et Indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, conseiller municipal sortant également, mais dans l'actuelle majorité sortante. Enseignant-chercheur Stéphane Bally à la tête de la liste Europe Écologie Les Verts baptisée Lille Verte 2020. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Je précise que l'ordre de vos premières et dernières interventions a été tiré au sort. Vos temps de parole vont être chronométrés selon le principe de l'équité. Et pas de langue de bois. Ce soir, vous allez devoir voter pour ou contre certaines mesures pour Lille. Mais avant cela, nous vous avons demandé à chacun de ramener une photo de votre ville qui vous tient à cœur. Et après tirage au sort, c'est vous, Julien Poix, qui commencez avec cette photo assez mystérieuse. Expliquez-nous. Et oui, on ne la voit pas encore à l'écran, mais cette photo, c'est pas une photo qui est tirée d'une exposition de l'île 3000, c'est la photo du sol d'un appartement d'une dame qui habite à Fives, rue Cabanis. Cette photo, pour nous, à la liste décidée pour Lille, soutenue par la France Insoumise, elle cristallise cette fracture sociale qui s'est amplifiée pendant 18 ans dans la ville. La question du mal-logement. Il faut donc un plan d'urgence pour le logement digne. Un toit est un droit. Nous proposons par exemple d'ouvrir les bailleurs sociaux avec des permanences sans rendez-vous. C'est une demande. Il faut que tombe le mur du silence, le mur de l'indifférence, le mur de l'isolement. Il faut par exemple aussi que nous puissions réquisitionner les logements. 8000 logements et bâtiments publics vacants, comme l'ancien siège de Sciences Po par exemple. 3000 personnes sont à la rue dans cette ville. Il faut aussi du logement adapté. Pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, 70% des Lilloises et des Lillois peuvent prétendre au logement social. Il faudra donc que dans la ville, on prévoit dans les nouvelles opérations immobilières 70% de logements sociaux. Et on va passer à la suite, peut-être Julien Poix, vous n'allez pas épuiser tout votre temps maintenant. Nous aurons 6 ans pour réaliser justement cette urgence du logement digne et du logement pour tous. Allez, on enchaîne. Violette Spielbout, vous avez choisi un cliché pris dans un quartier de la ville. Où sommes-nous ? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer ? C'est une photo que j'ai prise moi-même, place Saint-Charles, à Bois-Blanc, au cœur de Bois-Blanc. Et ce qu'on voit, c'est une nature morte. Des bancs en béton, en acier, en parpaing, un commerce fermé avec des planches d'alu, un sol en béton, quelques arbres plantés dans le béton. Et aujourd'hui, pour moi, cette photo, elle symbolise la différence entre les mots et l'action, la différence entre les promesses et la réalité. Cette place Saint-Charles, pourtant, c'est une place où il y a une église, un café, où il y avait un projet de marché
vivant avec des terrasses où on aurait pu aussi installer un cœur de verdure avec des bancs, des jeux pour les enfants. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un cœur de béton. Donc pour moi, c'est ça le bilan aujourd'hui de 25 ans de la mairie sortante socialiste Europe Écologie Les Verts. C'est la différence entre les mots et les actes. Éric Atelain-Denues, là aussi, un quartier de la ville. Tout à fait. Il s'agit du début du boulevard de Belfort. Alors, c'est un quartier que j'ai à cœur parce que quand j'étais petit, dans les années 70, c'est pas si vieux que ça, il y avait la médecine légale, le bâtiment de la médecine légale, et je m'interrogeais sur ce bâtiment qui a encore conservé les stigmates des combats qui avaient eu lieu en 1940 quand la poche lilloise a résisté pour permettre l'évacuation de Dunkerque. Et puis, c'était aussi le début de mon combat dans le milieu HLM, puisque je m'opposais à Pierre Mauroy, président à ce moment-là des HLM de Lille. Et sur cette photo, eh bien, on a une concentration de béton avec 2-3 arbres qui se battent en duel. Et puis, cette concentration de bâtiments, c'est un îlot de chaleur et c'est pas bon pour l'écologie. Et enfin, vous remarquerez sur la droite, et j'ai encore regardé hier soir, un petit dépôt sauvage qui est resté encore aujourd'hui, enfin en tout cas hier soir. Et c'est le problème de Lille, c'est la saleté. Martine Aubry, on va regarder votre photo. On vous voit dessus, on voit du vert également. Oui, alors moi j'ai choisi aussi les bois blancs, comme Madame Spielbout, qui d'ailleurs, si elle s'était retournée, aurait vu un jardin, celui qui a été porté par des habitants derrière l'église Saint-Charles. Et celui-là, c'est un autre. C'est le jardin des Agrillons, qui est au bout de la pointe des Bois Blancs, juste entouré d'eau. Il est assez formidable parce qu'il a été porté par un collectif, voté par les Lillois dans le cadre du budget participatif. Et surtout, il a entraîné à la fois les dynamiques retraitées des Bois Blancs, à la fois les jeunes du chalet, des familles, des enfants des écoles et aussi des réfugiés. C'est-à-dire que tout le monde entretient ce jardin. C'est ce qu'on aime à Lille, ça a du sens et c'est collectif. Alors Stéphane Bally, vous aussi, il y a du vert sur votre photo. La photo retenue, c'est le parc JB-Le-Bas. JB-Le-Bas, c'est le Lille qu'on aime, c'est le Lille qu'on veut. C'est une ville qui est renaturée, c'est une ville qui est vivante, c'est une ville à hauteur d'enfant, une ville avec des bancs publics pour des personnes âgées. Et rappelez-vous, il y a 10 ans, c'était 11 voies de circulation. C'était un vaste parking boueux et c'est un projet qui était porté par un élu écologiste, Éric Quiquet. Mais aujourd'hui, le parc JB-Le-Bas, c'est un peu le roi sans descendant. Depuis 10 ans, on n'a pas créé de grands parcs. Et avec l'île verte, on propose la création ou l'extension de 10 espaces de nature. On propose aussi, dans chaque quartier, des cœurs apaisés avec des bancs, des espaces publics renaturés, requalifiés, qui permettent en fait d'apaiser la ville en proximité. Et enfin, Marc-Philippe Daubresse. Oui, moi, je n'ai pas choisi de vous repeindre la ville en gris ou en vert avec des grilles rouges. Je vous ai montré 13 beffrois parce que je pense que ce qui nous rassemble, c'est le beffroi lillois. On est tous très fiers d'être lillois, mais j'ai voulu dire que moi, qui suis sur le terrain, comme tous les candidats, normalement tous les jours. La principale critique qu'on entend sur Madame Aubry et sa manière de diriger, c'est l'éloignement, la bureaucratisation, le fait que tout est concentré sur ce beffroi qui devient une tour d'ivoire. Et moi, mon projet, c'est de décentraliser. Je pense qu'on ne gouverne bien que dans la proximité, avec mon trio de têtes, puisque nous sommes 3 têtes de liste, Valérie Petit, Thierry Pochet et moi. Nous avons voulu partager le pouvoir, redonner les clés de la citoyenneté aux citoyens avec une pétition citoyenne qui permet à 5000 personnes d'interpeller le conseil municipal, et en même temps donner un vrai pouvoir aux maires de quartier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un patron d'équipement sportif nous dit « Moi, je mets 3 mois et je m'adresse à un sous-chef de bureau ». C'est pas normal. Moi qui ai été maire assez longtemps, je peux vous dire qu'on ne gouverne bien que dans la décentralisation, et on rendra l'autonomie financière à l'homme et LM. On poursuit sur C'est vos... devenu un château fort municipal quand même. Il faut mettre fin à la monarchie municipale, ici et maintenant. On va poursuivre sur vos propositions. Selon les sondages, c'est la préoccupation numéro 1 des Lillois, la sécurité. Or, les chiffres de la délinquance ne sont pas bons à Lille. Est-ce là un des points noirs de votre mandat, Martine Aubry ? Pas de mon mandat. C'est un point noir aujourd'hui. C'est même la préoccupation absolue des Lillois et c'est la mienne. J'y consacre tellement de temps. La sécurité, c'est pourquoi cette explosion aujourd'hui des trafics dans toutes les grandes villes et particulièrement nous, puisque nous arrive de la part des ports qui ne sont pas contrôlés en Hollande et en Belgique, effectivement des drogues et des trafiquants et des gangs. Il faut le dire très clairement. Donc pour cela, moi je demande et je continue à demander
Je harcèle, comme ils le disent eux-mêmes, les ministres de l'Intérieur, plus de police nationale. M. Castaner m'a d'ailleurs dit récemment que Lille était effectivement une destination structurellement déficitaire, je le cite, pour qu'il y ait plus d'hommes et de femmes sur le terrain, comme ils le font actuellement à Lille Sud ou comme ils le font avec la police de proximité à Fives, où l'on a des résultats. Mais pour moi, vous savez, la sécurité, j'entends les propositions, il ne faut pas d'amateurisme, il ne faut pas de démagogie. Il faut tout ouvrir. Je suis bien placée pour le savoir, parce qu'au-delà du fait que je suis toujours dans mon beffroi, je suis quand même à 80% dans la ville, mais on s'amuse avec nos amis mères, plutôt femmes, parce que c'est toujours la critique qu'on porte aux femmes. Voilà. Mais nous, on aime les gens. C'est ce que disent les habitants. Oui, écoutez, on verra ça dimanche soir. Pas des femmes, moi je parle pas des femmes. On verra en matière dimanche de sécurité, soir. il faut arrêter de vendre des courants d'air déguisés en coups de vent aux Alors, gens. Vous savez, je note quand même avec gourmandise, Mme Aubry, que vous aviez constaté que la vidéosurveillance n'était pas efficace. Dans un article de La Voix du Nord du 26 mars, vous disiez que ce n'était pas efficace. Moi, je dis, pour la sécurité, qu'entendons-nous au porte-à-porte ? Les gens veulent plus d'humain. Ils veulent l'humain d'abord. Ils veulent l'humain à côté de l'humain face au problème de l'humain. C'est pour ça qu'avec la liste décidée pour Lille, soutenue par la France Insoumise, nous voulons redéployer les services publics de sécurité, un poste de police municipale par quartier, on va y venir, et surtout si vous changer de permettez. méthode. Il faut renouer avec la police de proximité. De l'humain face à l'humain. Moins de caméras, plus d'humains. Alors c'est ça. Et pas d'armement de la police plus municipale. de policiers municipaux, plus de caméras, ou alors effectivement, faut-il armer la police municipale ? Une question qui fait débat. Et bien justement, nous vous avons interrogé sur ce dernier point. Et voici les résultats de vos votes, très partagés. Vous allez les voir à l'écran. Pour Marc-Philippe Daubresse, c'est oui. Julien Poix, non. Violette Spilbout, oui. Non pour Martine Aubry. Éric Catelin-Denis, oui. Non pour Stéphane Bally. Marc-Philippe Daubresse, pourquoi c'est indispensable, selon vous, d'armer les policiers municipaux à Lille ? Pas d'amateurisme, pas de démagogie, mais du pragmatisme. Moi, je constate simplement qu'à Lille, entre 2014 et 2018, les faits de délinquance ont augmenté de 28%. Et que dans des communes voisines, lorsqu'on a mis en place des caméras de vidéosurveillance, un centre de vidéosurveillance et de supervision urbain, et qu'on a mis en place aussi de l'humain, c'est-à-dire pas seulement des policiers municipaux. Comme à moi, Tourcoing, par exemple ? je propose je l'ai fait dans une ville voisine, des médiateurs urbains de quartier qui connaissent tous les habitants et on règle bien des problèmes. Je propose d'embaucher 50 médiateurs urbains, mais qui réagissent en réactivité, 24 heures sur 24, 365 jours par an. À Lille, je suis allé voir les policiers municipaux, on m'a dit qu'il y avait 8 policiers municipaux qui tournaient la nuit. C'est notoirement insuffisant. Et je propose une caméra pour 500 habitants. Plus de présence. Et je dis, le problème, c'est que votre collègue, M. Le Cerf, au département, a détruit la prévention, et vous dites que vous allez remettre des médiateurs sur moi, le terrain. je ne parle pas de M. Le Cerf, je parle de ce qu'ont fait des maires proches de moi et moi-même, et je constate que nous, on a fait baisser de 33% la délinquance entre 2014 Excusez-moi de vous dire que et 2018. la délinquance à Lambersin n'est pas exactement la même. Madame Aubry, vous qu'à qui êtes Lille, sur le où arrivent terrain des gens comme moi tous les de jours, vous savez très Strasbourg, bien de qu'à Toulouse. Canteleu, on a le même type de délinquance qu'au Bois-Blanc. Oui, enfin, et que le pic de délinquance, c'est pas la même population. que vous avez constaté en 2016 à Lille, je l'ai constaté de la même manière. Ce n'est pas du tout la même population. Avec les mêmes trafics de drogue. Faites attention à vos temps de parole, sinon vous n'aurez plus le temps pour les sujets suivants. Vous avez déjà beaucoup entendu. On vous a déjà beaucoup entendu. On va juste donner la parole à Éric Catelin-Denis. Oui, Monsieur Daubresse, il a peut-être dû rester à Lambersart, parce que je pense que si vous étiez si efficace, vous auriez dû rester là-bas. Effectivement, on assiste à une déshumanisation de la ville. On n'a plus de gardiens d'immeubles, on a des tours de la mort, on parle de l'insécurité, de trafic de stupéfiants, on n'a plus de gardiens d'immeubles dans les milieux HLM. Comment cela se fait-il ? Les gens n'ont plus de référents pour se plaindre auprès du bailleur. On n'a plus de patrouilles non plus. On a des patrouilles, alors on a 3 policiers municipaux qui se baladent en voiture, mais qui ne marchent pas, qui ne connaissent pas les habitants. Or, il est impératif d'humaniser la police, de connaître les habitants, que la police municipale connaisse les habitants, que même les habitants connaissent les policiers municipaux, qui puissent se diriger vers eux, non pas pour verbaliser les véhicules, mais simplement aussi pour dire « Ah, il y a tel problème à tel endroit », et puis développer aussi les patrouilles cinéphiles. Là, on n'a rien, on a juste une patrouille avec un chien. 3 chiens. Alors, Violette, ça s'est amélioré. Merci. Depuis le début, 3. Bon, très bien. Doubler les effectifs des policiers municipaux, vous en voulez 100 de plus, et la création d'une brigade de la tranquillité du quotidien. Oui, qu'est-ce que c'est ? Nous, on est très clairement sur une position de reprise en main de la sécurité avec l'ensemble de ces outils. La sécurité, c'est pas
un dispositif ou un autre. C'est un ensemble de dispositifs qui vont être efficaces pour la population. Aujourd'hui, tous les voyants sont au rouge sur la sécurité, qu'on soit au centre-ville, qu'on soit dans les quartiers. Et à un moment, s'entendre donner des leçons sur l'amateurisme ou l'amateurisme de certaines équipes, aujourd'hui, ce n'est pas entendable parce que les Lillois, eux, ils se plaignent d'avoir une explosion de plus 50% à Lille de l'insécurité. Quant à Roubaix, Tourcoing et sur la Melle, on est plutôt en baisse selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc oui, moi je dis que le maire peut agir. D'abord, la vidéoprotection. Moi je trouve inadmissible, par exemple, qu'autour des gares où on a 20 millions de voyageurs par an, on n'ait pas de caméras sur l'espace public. Et là, attention aux mots, disons la vérité aux Lillois. Il n'y a pas de caméras aujourd'hui sur l'espace public à Lille. Donc il faut que nous puissions avoir des caméras pour l'intervention des services de police, de secours aussi, et pour les enquêtes de la police nationale. Et puis, nous voulons un doublement des effectifs avec une police qui retrouve de la valorisation auprès de la population, qui puisse être en îlotage entre 16h et 2h du matin dans nos brigades de tranquillité du quotidien. Donc c'est pour faire de la prévention, ces brigades ? Pour accompagner les Lillois, pour faire de la prévention. Ça ne permet d'élucider que 1,5% des délits. C'est coûteux, inutile. Rassurer les Lillois. Madame, en matière de leçons de maintien de l'ordre, je pense que je n'ai rien à retenir de vous. On va donner la parole juste après Julien Poix. Vous avez la parole juste après Stéphane Bally également. Juste la réponse de Martine Aubry. Je réponds à la candidate En Marche que je lis 100 agents supplémentaires affectés de 16h à 2h du matin dans des zones de non-droit. Est-ce que vous connaissez effectivement ce que sont ces zones ? Et notamment ces des zones de non-droit. C'est partout dans la ville. C'est écrit. Et les secteurs de vie nocturne dans les zones de non-droit. Je n'enverrai pas mes 50 policiers supplémentaires. Nous en avons déjà 120. C'est ça qu'ils vous reprochent, Madame Aubry. C'est ça qu'ils vous reprochent. Non, que vous ne leur faites pas confiance. Ils ne veulent surtout pas aller parce que c'est la loi d'ailleurs. Bien sûr que s'ils sont armés comme les policiers nationaux, ça serait formidable. S'ils sont formés, eh bien, ils seront en capacité de travailler en collaboration. Je peux vous répondre, je vous ai laissé parler. Je suis opposée à l'armement de la police municipale parce que le maintien de l'ordre qui nécessite des armes létales, c'est de par la Constitution la compétence exclusive de l'État. Est-ce qu'on va envoyer des policiers municipaux aller contre des gangs qui tiennent aujourd'hui, par exemple, les tours de l'île Sud? C'est pas possible. Quant aux caméras de surveillance, pourquoi avoir changé d'avis justement, Madame Aubry, là-dessus? Sur l'armement, on va aller au bout de la réponse et vous aurez la parole ensuite. J'ai toujours dit qu'il fallait mettre des caméras de surveillance quand c'était nécessaire, c'est-à-dire où pour dissuader les rues piétonnes. Vous les mettez où, Madame Aubry? Il y a un grand flou là-dessus. Non, j'ai fait des propositions. J'ai dit par exemple rue de Béthune parce que combien et où? Attendez, rue de Béthune. Moi, je n'ai jamais décidé une caméra de surveillance seule. Nous le faisons avec la police et la justice. Nous en avons mis dans les cœurs, par exemple, dans les halls d'immeubles, là où dans les H&M. Sur l'espace public, vous les mettez où? Non, mais dans l'espace public. Mais c'est-à-dire que si on ne peut pas s'exprimer, il est difficile de... Voilà. Je pense qu'il faut en mettre là où il faut dissuader. Donc, par exemple, dans les rues piétonnes, où en général, il y a celle des commerçants. On a arrêté la semaine dernière, grâce à ces caméras d'ailleurs, 6 personnes. Grâce à la caméra du métro, une personne qui avait harcelé une personne. Là où ça manque, donc pour dissuader, ou pour, comme je l'ai fait avec les halls d'immeubles, ou dans certains lieux publics, pour permettre de prouver qu'il y a bien effectivement un trafic et que cette personne qu'on voit tous les jours... Le maire de l'Homme ne veut pas en mettre, d'après ce qu'il dit dans son programme. Alors, attendez, on va pas partir sur là. On va écouter M. Bally. Scotland Yard a dit que c'était un fiasco à Londres et la Cour des comptes a dit qu'à Lyon c'était un moins de caméras. À Nice, s'il vous plaît, on commence pas un tête-à-tête entre Marc-Philippe Daubresse et Martine Aubry. Stéphane Bally. 33% de délinquance. Monsieur Daubresse, à Marc-en-Barœul, à Lambersart. Oui, enfin, Marc-en-Barœul et Lille, est-ce que c'est Stéphane Bally, merci. Et à Nice, pour vous, pas de caméra et pas d'armes pour les policiers. Il a quand même été abattu en fin de compte à Nice. S'il vous plaît, on écoute Monsieur Bally. Quelle image donne-t-on des Lillois et des Lilloises qui devront choisir dimanche en se rendant aux urnes? Je pense, j'ai l'impression qu'on vit le débat présidentiel avec 2 ans d'avance. Garantir la sécurité de chacun, ça relève des fonctions régaliennes. Donc ça, c'est quand même important à rappeler. Moi, ma position, elle est claire. Ne pas armer la police municipale. Il s'agit de ne pas brutaliser. Notre enjeu, c'est bien d'apaiser la ville et de garantir la sécurité. C'est du ressort de l'État avec la police nationale, dont les effectifs doivent être vous voulez augmentés. 60 policiers supplémentaires. Je ne serai pas le shérif de Lille. Parallèlement, oui, il faut augmenter le nombre de policiers. Il faut augmenter le nombre de policiers municipaux en médiation, en proximité. Et parallèlement, oui, je n'ai pas changé d'avis. Je suis toujours opposé à la
vidéosurveillance. Et d'ailleurs, certains ont repris la novlangue en intégrant la vidéoprotection. Et quand on regarde, on est quand même sur une élection de Lille, l'homme LM, et on a un candidat socialiste qui aujourd'hui refuse la vidéosurveillance. Donc en cohérence, les candidats écologistes sur Lille, l'homme et LM refusent 1. l'armement des policiers municipaux, 2. la vidéosurveillance dont l'efficacité est autoproclamée. Comme dit Xavier Bertrand, celui qui n'a rien à se reprocher n'a rien à reprocher à la vidéoprotection. La question des addictions aussi est importante. Nous proposons par exemple aussi la mise en place d'une salle de soins dans le cadre du CHR en lien avec des équipes mobiles pour aller collecter le matériel, les seringues. Je ne veux plus voir à Lille dans les 6 ans qui viennent d'arbres avec des seringues plantées dessus. C'est une mesure d'urgence. Il faut donc redéployer la prévention sur le terrain. Il faut aussi aider les associations. Il faut donc donner des locaux. Il faut que la mairie puisse avoir une préemption sur les locaux vides pour donner et mettre à disposition près des lieux de deal, près des lieux de deal que vous avez supprimés au département, près des lieux de deal pour collecter On ça. a bien compris. Évidemment, pour résoudre les questions de sécurité, on va clore ce chapitre. Il y a une série de mesures à prendre et on les a entendues. On les a entendues, Monsieur Quatennin. On va passer à notre sujet suivant parce qu'il y a beaucoup de sujets qui intéressent j'aimerais quand les même Lillois, ajouter qui nous quelque chose, regardent. si vous me le permettez. Alors, parce que, en une juste phrase, le dernier mais point. attention à votre temps de parole. Manifestement, vous ne parlez que des toxicomanes, Monsieur Poix, mais je pense que dans une ville où on a un maire femme, il y a une des violences quand même énormes, alors qu'on parle de violences faites aux femmes. Il y a la prostitution à Lille. Madame le maire, vous n'avez rien fait pour lutter contre la prostitution. Et c'est une violence, parce qu'on oblige des femmes à se prostituer à Lille. Alors, on pourrait faire toute cette émission, je crois, sur la sécurité, mais on va j'aurais pas permis. d'avancer pour aborder d'autres thématiques. On travaille avec toutes les associations. Le danger ne vient pas que de la délinquance, il vient aussi de la qualité de l'air que nous respirons. La pollution sera à l'origine de 1700 morts prématurées chaque année dans la métropole lilloise. Et Stéphane Bally, vous parlez, mais comme la plupart des candidats évidemment, d'une urgence de santé publique qui est là. Comment on fait, du coup, quand il y a une urgence, pour répondre de manière urgente ? L'île Tous, vous l'avez rappelé, 1700 décès prématurés, c'est une réelle catastrophe sanitaire. Et parallèlement, c'est aussi une injustice sociale. 17% des enfants à l'île Sud sont asthmatiques, c'est 10 points de plus que la moyenne nationale. Ce qu'il faut, c'est évidemment prendre soin, répondre à l'urgence écologique, mais prendre soin, c'est prendre soin de la planète, mais c'est prendre soin de nous, prendre soin des autres. Et c'est pour ça que, on porte l'interdiction du diesel en 2025, tout comme l'interdiction des SUV, ces véhicules qui sont dangereux pour les cyclistes, qui sont dangereux pour les piétons. Et c'est finalement la constitution d'un nouveau contrat social avec les Lillois et les Lilloises en termes de mobilité durable. Oui, se libérer de l'emprise de la voiture et parallèlement développer un réseau express vélo qui permet la pratique sécurisée pour toutes et tous sur l'île. C'est refaire un plan marche de façon à ce qu'on ait des cheminements piétons qui soient de qualité et des transports en commun qui soient à terme gratuits, fiables et renforcés avec le tramway qui dessert le centre-ville et l'ensemble des quartiers aujourd'hui non desservis. Le diesel, comme je dirais, le tout voiture en ville, n'a plus sa place. C'est le modèle des années 70. Et il y a une attente réellement croissante d'une ville qui soit apaisée, d'une ville qui soit respirable. Le modèle des années 70 est terminé. Il faut des mesures qui soient à la hauteur des enjeux. On ne peut plus se contenter. Alors, interdire les voitures, la majorité socialiste, interdire la ville n'est pas plus respirable. Avec des voitures diesel, ça a déjà été décidé. Vous allez intervenir, vous inquiétez pas. Ça a déjà été décidé par Paris ou Strasbourg, et justement, nous vous avons demandé de vous prononcer. Avec un délai. Avec un délai. Non, deux villes qui prennent à bras-le-corps. Ah oui, tout de suite. Hein. Non, ça a été vos votes sur la question de l'interdiction des voitures. Je réagirai tout de suite dessus. Et vous, qu'en pensez-vous ? On va découvrir à l'antenne le résultat de vos votes. Marc-Philippe Daubresse ne se prononce pas, mais vous nuancerez votre réponse. Non, c'est pas que je me prononce pas. J'ai dit c'est non, non mais oui. Oui, à terme, après des mesures d'accompagnement. Vous allez nous expliquer parce que c'est pas après. Tout blanc, tout noir. On regarde. C'est ce qu'a fait Strasbourg. Julien Poix, oui. Violette Spilbout, oui. Martine Aubry, oui. Éric Quatennin, Denu, non. Et Stéphane Bally, oui. Marc-Philippe Daubresse, justement, après Julien Poix, vous n'avez pas levé la main depuis le début, mais je me suis beaucoup préoccupé des questions de santé publique. Je co-préside avec Madame Bouchard à l'AMEL, le groupe qui s'occupe de la santé et en liaison avec le plan climat.
ce qu'a dit Stéphane Bally est vrai sur le diagnostic. La question, c'est la méthode. Eux, ils sont pour une méthode jugulaire, dogmatique. On interdit. Tenez, Cohn-Bendit, il est interdit d'interdire. Donc, moi, je dis juste que qu'est-ce qu'a fait la métropole qui marche le mieux là-dessus? C'est Strasbourg, comparable à la nôtre. Et ils ont pris une batterie de mesures. Nous avons un New Green Deal, un nouveau plan vert lillois avec Valérie Petit, avec 35 mesures très ambitieuses, une multiplicité de mesures qui concernent aussi bien des conventions climat que des parcours marchands, que le plan de la DAV pour le droit au vélo, où on multiplie par 4. Ça, on le met en place. Ça, on le met en place, ça prend du temps. Et du coup, les voitures diesel, vous les interdisez quand ? Dont peu de gens parlent, il faut faire des parkings aux portes de la ville et des navettes qui aillent dans le centre de la ville. Et quand vous regardez, Strasbourg a mis à peu près 6 ans pour faire ça. Moyennant quoi, le taux de personnes qui utilisent le vélo a été multiplié par 3, pendant que nous, depuis 10 ans, il n'a pas bougé. Et alors à Lille, si vous êtes maire demain, vous les interdisez vous connaissez vraiment quand pas le sujet de Lille. Je l'ai relu hier, Madame Aubry. La DAF vient de sortir les chiffres. Je vais mettre tout le monde d'accord. Si je crois qu'il parle de Lambersart. Je parle je parle des modes de déplacement 2016. Vous n'avez pas les mêmes échelles. C'est dans l'enquête de déplacement 2016. Merci de citer Strasbourg en exemple. Strasbourg où les élus, par rapport à une catastrophe sanitaire, ont pris leurs responsabilités en interdisant le diesel en 2025. À terme, monsieur. Oui, 2025, c'est-à-dire le terme de ce mandat. S'il vous plaît, Julien Poix nous a dit qu'il allait mettre tout le monde d'accord. Je vais mettre tout le monde d'accord, puisqu'effectivement, il y a une urgence sociale, sanitaire et écologique qui est devant nous. Le temps n'est plus aux demi-mesures. Nous proposons depuis des années une chose simple, c'est la mise en place des transports gratuits pour toutes et pour tous. C'est une mesure urgente. Combien ça coûte, on me dit souvent. Monsieur Poix, combien ça coûte? Mais combien ça coûte? Où trouvez-vous l'argent? C'est 100 millions d'euros qu'il faut trouver à la MEL. Les portiques de sécurité ont coûté 65 millions. Ils ont été votés par Madame Aubry, par le grand vizir des portiques de la métropole, Monsieur Darmanin. Et je vous le dis, c'est une mesure d'urgence. Si on a trouvé 65 millions pour des portiques, on peut trouver 100 millions pour éviter que 1700 personnes dans la métropole puissent décéder. C'est une mesure de salut public. Sur le stationnement, nous proposons des réponses. On a vu fleurir dans l'île des potelets, que j'appelle d'ailleurs les asperges de Rommel. C'était pour empêcher les planeurs de se poser dans les champs. Monsieur Catelin-Denu parlait de Dunkerque, moi je vous parle du débarquement de 44. Vous voyez, je suis aussi prof d'histoire. Mais nous donnons l'histoire tous les deux, c'est très bien. Ce stationnement, et je vous découvre ce soir, il y a aussi 6 interventions en 6 ans. Le stationnement, il faut mettre dans les quartiers des stationnements résidentiels gratuits à disposition, sous la forme aussi de parking à étage, pour permettre aux Lillois de laisser leur voiture au garage. Ça, plus les transports gratuits, c'est nécessaire. Vous savez combien ça coûte pour une famille, je termine là-dessus, de l'île Sud, d'aller dans le centre-ville un dimanche, un samedi après-midi? 13,20 €. On a rencontré un monsieur qui nous disait ça, 13,20 €. Forcément qu'il prend sa voiture. Donc c'est une urgence de faire ces transports gratuits pour que la ville puisse enfin s'oxygéner. Violette Spielbout, vous avez voté en faveur de l'interdiction des diesels. Quand et d'autres véhicules pourraient-ils être concernés? Alors nous, c'est très clair, on veut une écologie positive, une écologie qui encourage et qui récompense les efforts. Et donc, le devoir du maire demain sera d'accompagner les Lillois à transformer le parc automobile, à accéder aux voitures électriques. Ça veut dire qu'il va falloir, sur l'ensemble des projets urbains, avoir plus de bornes de recharge électrique. Et puis donner l'exemple, quand on est maire de Lille, il faut qu'à la mairie de Lille, l'ensemble du parc automobile, les camions de la propreté, les camions des services, les véhicules des élus, passent aussi à l'électrique en premier et qu'on accompagne par des aides les citoyens à le faire. Mais au-delà de ça, vous êtes venu comment? Au-delà de ça, je souhaite terminer. Comme tous les jours à vélo, et je continuerai, maire de Lille, à me déplacer à vélo. Il n'y a pas de véhicule. Il n'y aura pas de véhicule. Alors, on ferme la parenthèse. Je vais terminer simplement sur la pollution et l'urgence climatique. Aujourd'hui, de quoi on parle à Lille quand on parle de l'urgence climatique? On parle d'abord des canicules. Les canicules, comme on a vécu au mois d'août, 42 degrés l'année dernière, qui vont être plus fréquentes, plus longues, plus chaudes. On parle aussi des particules fines, comme l'a dit M. Bally, et de la pollution et des maladies respiratoires. Et moi, je souhaite dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, comme Mme Aubry, que ce sont les vents d'Allemagne qui sont responsables de tout. À un moment, il faut qu'on fasse rentrer massivement la nature en ville. Ça veut dire des îlots de fraîcheur, ramener des forêts, des espaces verts, donc avoir des cœurs de verdure partout pour baisser la température. Ça veut dire aussi prendre des décisions structurantes de transport. Et moi, je souhaite le dire, après 25 ans de gouvernance commune socialiste et Europe Écologie Les Verts, on n'a pas eu les grandes décisions structurantes qui font qu'aujourd'hui, on est la seule métropole qui n'a
n'a pas de tramway en cœur de ville. On est une métropole qui attend son doublement de métro, de rames de métro pour 2023. Et puis, on est dans la demi-mesure pour les piétons, pour les vélos. Donc maintenant, il y a urgence pour agir. Urgence pour agir et pour aussi ramener l'eau en ville avec des fontaines. Monsieur, avec ce que j'ai entendu, vous savez, je connais bien la communauté urbaine. On distribue On est la déjà parole. à plus 40% du budget de transport, qui est de 450 millions d'euros. Vous avez aussi Moi, l'emprunt populaire, monsieur. je propose qu'on fasse plus 33% sur ce budget, ce qui est déjà énorme. On revient à la commune de Lille, merci. Et c'est Martine Aubry. Stéphane Bally évoquait, je sais, la qualité de l'air. On n'en a pas encore parlé. Bon. Sur la qualité de l'air, voilà. Madame Spielbout, vous aimez caricaturer. Moi, j'aime bien travailler, réfléchir pour qu'on ait des résultats. Ce sont les 3 ans derniers où nous avons travaillé avec les spécialistes sur la qualité de l'air à Lille. Oui, la plupart des pics de pollution sont liés de 30 à 80% au vent qui arrive du charbon utilisé en Allemagne ou des ports industriels. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Ça, c'est un mythe. Il faut regarder. C'est à toi. Comme expert au niveau de la transition énergétique, on ne peut pas se dédouaner des politiques menées ces dernières décennies. Mais ça, c'est l'autoritarisme des Verts. C'est bien le résultat de politiques menées ces dernières décennies. Un peu la démocratie, monsieur. Martine Aubry, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous travaillons avec le préfet, je suis présidente de l'Eurométropole, sur ce sujet avec l'Europe. Deuxièmement, il y a 2 sujets qui dépendent absolument de nous. La voiture, les camions, et par ailleurs, la nature, capter les gaz à effet de serre. La voiture, moi je suis, et je l'ai dit, pour une place de la voiture à usage limité, vertueux et partagé. C'est la raison pour laquelle j'avais déjà fait un plan de circulation en 2005, un autre en 2016. Vous avez repoussé toutes les voitures dans les endroits les plus bétonnés et vous voulez rebétonner à Saint-Sauveur. S'il vous plaît. Saint-Sauveur, on va y revenir après. Restons sur la pollution. On reste sur la pollution. Martine Aubry, Julien Poix, on vous a entendu. De toute façon, je le dis très amicalement, Stéphane, on aurait bien aimé avoir Europe Écologie Les Verts avec nous quand nous sommes allés à quelques 40 réunions face aux habitants qui, évidemment, étaient inquiets du plan de circulation. On a été bien seuls, comme lorsqu'il a fallu aller à Oslo, et où on a mis en place les 30 km/h, et cette place, la Grand Place par exemple, qui marche très très bien, avec cette zone de rencontre où les vélos et les piétons sont prioritaires, on ne peut pas dépasser 20 km/h. On est en train de les mettre à Oisem, en train de le faire à Rubas. Sur la diesel, il faut aller beaucoup plus vite que la loi. Moi, je ne dirais pas 2025, 2026, 2027, parce que ce que je souhaite, c'est que les personnes qui ont un diesel anciens, CRIT 4, CRIT 5, c'est-à-dire les voitures les plus polluantes, sont en général les gens qui sont les plus modestes. C'est la raison pour laquelle nous avons fait voter un amendement à la MEL pour les accompagner socialement. Donc, tant qu'on n'a pas mis en place ce dispositif sur lequel nous... 5, c'est ce qui correspond à la vignette critère nationaux. Voilà, qui est les plus polluants. Et donc, nous, on est la ville de Lille, l'Homme et LM se sont tout de suite proposés pour être dans cette zone à faible émission, mais nous souhaitons accompagner les personnes qui n'ont pas de transport collectif et qui ne peuvent pas faire autrement. Deuxièmement, sur les transports collectifs, et après j'arrête, juste pour dire que moi je suis pour la gratuité à terme, parce qu'on ne peut pas le faire d'un coup. D'abord parce qu'on est saturé. C'est pas de notre faute si Alstom n'a pas réussi à produire le. Voilà, on a réalisé l'ouverture au niveau européen pour. Et pour la première année, après les pics de pollution, pour les enfants, pour les jeunes, pour les étudiants, pour les gens en situation modeste et pour les personnes âgées, les personnes handicapées. Éric Catelin-Denues, vous n'êtes pas d'accord, vous ne voulez pas interdire les diesels. Tout à fait. Non, c'est pas que je suis contre ou pour le diesel. Simplement, on a 70 000 personnes, 70 000 ménages qui ont un véhicule. On a 14 000 ménages à Lille qui ont au moins 2 véhicules. Pendant des années, on a fait acheter du diesel, disant qu'il était moins polluant, alors pas en particules fines, mais moins polluant pour les émissions de gaz à effet de serre et en CO2. Et pendant des années, ces gens de faibles revenus ont acheté des véhicules. Comment on fait après ? Et puis, de toute manière, on se rend compte que même les véhicules avec un nouvel... les nouveaux véhicules à essence avec un système d'injection directe pour réduire la consommation sont aussi polluants. Alors après, l'avenir, c'est effectivement les véhicules électriques, mais on se rend compte également qu'ils sont polluants. Vous avez... de s'équiper en... Mais il faut accompagner effectivement à Lille, les 20 gens... premières stations électriques, Voilà. mais c'est la même. Et on est en retard. On les a demandées. On est encore en
retard. Vous avez raison, c'est en tout cas au niveau de l'AMEL qu'il va falloir prendre ces décisions. Parce que si on fait un plan de circulation... Et qui a présenté, Mme Spielbout, un programme pour l'AMEL autour de cette table? Si on fait un plan de circulation comme il a quelle ville? Non, mais pas nombreux, Madame. J'aimerais bien terminer, Mme Spielbout. S'il vous plaît, si tout le monde parle en même j'aimerais temps, bien terminer quand les même. téléspectateurs ne comprendront Parce plus que, rien. Donc, s'il vous plaît, on respecte la parole à chacun. Violette Spielbout était en train de répondre. Juste, je disais que le plan de circulation, ça a été un échec et une brutalité parce qu'il n'a été fait qu'au niveau de Lille et qu'il n'y a pas eu de capacité du maire de Lille à embarquer toutes les villes de l'AMEL autour d'elle. Aujourd'hui, la zone à faible émission, elle ne fonctionnera. Elle ne fonctionnera que si. Je vais terminer. Vous avez repoussé les voitures dans la première course. Les arguments de Violette Spielbout. La zone à faible émission, elle ne fonctionnera que si on arrive à rassembler autour de soi, dans le dialogue, dans l'échange et dans la fermeté des objectifs, les différentes villes limitrophes de Lille sur la zone à faible émission, parce que vous le savez, les Lillois ont des voitures, mais bien sûr les métropolitains viennent à Lille. On a 40% de trajets domicile-travail qui sont autour des villes de Lille, et donc il faut absolument que le prochain maire de Lille demain, et c'est ce que je ferai, au niveau de la métropole, agisse pour embarquer les villes sur cet objectif de 2026. Allez, ça, on n'y arrivera pas. Des foyers lillois n'ont déjà plus de voitures, ont bien compris tout l'intérêt qu'il y avait à avoir une mobilité Monsieur Bailly, il y a combien de personnes? On va s'arrêter ici sur la pollution de l'air. Font moins de 3 km sur la métropole. Non, mais quelle ville vous voulez, monsieur Bailly? Il y a combien de personnes de plus de 60 ans? On va aborder un autre dossier chaud de cette campagne. Quel avenir pour la friche? Excusez-moi, la responsabilité du maire, c'est d'avoir du courage et de protéger, de prendre soin de sa population. On vous a bien entendu. Ce n'est pas admissible. Quel avenir pour la friche que des jeunes trentenaires, Monsieur Catelin, stop, on s'arrête là. C'est pas celui qui parle le plus fort le plus longtemps qui aura le dernier mot. Allez, Simon Colaon s'est penché sur la question de la friche Saint-Sauveur pour un ASKIP, pour à ce qu'il paraît, spécial municipal. On regarde. I'm singing in the rain. On est à Lille. ASKIP Saint-Sauveur sera bientôt le poumon vert lillois, à condition qu'on se mette d'accord. L'environnement, c'est le thème de campagne numéro 1. Et peut-être à Lille plus qu'ailleurs. C'est-à-dire que tout le monde s'y est mis, mais vraiment tout le monde. Mais à la sauce politique. Du style... environnement, moi. Mais enfin... ça a toujours été ma priorité. Bah oui. Et là que je te mets des espaces verts partout, que je te rénove les passoires thermiques, que je construis 10 parkings à 500 mètres de la Grand Place. Attends, c'est sérieux ça? Et puis Saint-Sauveur est arrivé. Cette magnifique friche de 23 hectares où Martine Aubry veut construire un nouveau quartier, avec des logements, au moins 2000, des commerces, des parcs. Un quartier quoi. Et là, évidemment, l'occasion est trop belle. On l'accuse de vouloir bétoniser l'un des derniers poumons verts de la ville, qui, entre parenthèses, est déjà bien recouvert de béton. Et en face, du coup, on a les 50 nuances de vert. 50 Shades of Green. Avec chacun son projet plus vert que vert. Celui des verts d'abord. Stéphane Bally veut faire de Saint-Sauveur le Central Park lillois. Et donc abandonner un projet que les Verts avaient étrangement soutenu en 2014. 6 ans plus tard, c'est plus du tout le même délire, vous voyez? La France Insoumise, Julien Poix, veut qu'on y fasse un grand potager partagé, avec des tomates, des carottes, des salades, des choux de Bruxelles, et des petits pois aussi. Bon, elle est facile, ok. Violette Spielbout de La République En Marche veut elle aussi en construire des logements, mais beaucoup moins. Je vous le dis, ça va finir en enchère inversée ce truc-là, c'est-à-dire à celui qui en construira le moins possible. Et enfin, alors j'ai pas bien compris, ou alors on doit être dans un monde parallèle, c'est la position de Marc-Philippe Daubresse, qui propose de sanctuariser Saint-Sauveur. Ah non mais quoi? Mais vous ne soupçonniez pas la fibre écolo de Monsieur Daubresse? Parce que là, cette fois, c'est stop. Il met fin à l'étalement urbain. Lui qui n'avait jamais rien trouvé à redire sur le projet à l'époque où il soufflait le chaud et le froid sur la politique urbaine à la mêle. Bref, Saint-Sauveur, on peut dire ce qu'on veut, mais vu l'hystérisation du débat sur le sujet et les alliances possibles au second tour, mon petit doigt me dit que la friche risque fort bien d'en rester une, et pour un bon moment. Quand je dis ça, je dis rien. Alors Marc-Philippe Daubresse, vous avez effectivement changé de logiciel? Moi, je dis 2 noms et 4 oui sur Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, c'est un symbole.
Et donc, comme c'est l'un des plus grands espaces qui reste à Lille où on peut faire quelque chose, aller bétonner à cet endroit, qui est à 2 pas du boulevard Hoover, ce qu'on appelle le bois habité, où il y a le plus justement de problèmes de pollution et d'asthme, etc., c'est quand même assez hallucinant. Donc je dis juste qu'il faut dire non à des logements supplémentaires là. Je ne dis pas qu'il faut dire non à tous les logements, je veux qu'on rénove thermiquement beaucoup de logements. 2, je dis non à la piscine olympique. Pourquoi on va aller faire une piscine olympique là? Vous l'avez voté alors aussi. que, oui, Madame Aubry, je l'ai voté parce que j'étais dans ma mission en charge du PLU et que ma mission était de faire aboutir les projets des maires. Quand je suis pas d'accord. Oui, mais moi, quand je suis dans un exécutif, je suis solidaire de mon exécutif. Mais une fois que je retrouve ma Vous liberté avez de voté parole, je dis pour, les mais choses. vous êtes contre. Voilà, non, je La vous piscine. explique que je suis contre cette piscine olympique à Saint-Sauveur, alors qu'on a Marx Dormois et que le président du club nautique est tout à fait d'accord et qu'on peut étendre un superbe pôle nautique à côté de la Deule. Pourquoi on va s'en priver? Et je dis oui à un espace vert, un grand espace vert attenant au boulevard Lebas dont a parlé Stéphane Bally. Oui à un grand espace de solidarité. On est à 2 pas de l'Institut Pasteur. Moi, je suis le seul à proposer un adjoint à la santé au bien-être, par exemple. Il y en a déjà un. C'est utile. Non, il y a un conseiller délégué, il n'y a pas un adjoint, vraiment. Et c'est peut-être utile pour le coronavirus. Et d'autre part, je dis oui à un espace solidarité où on fera un guichet unique de solidarité. Il y a des bâtiments existants, vous l'avez vu sur la friche Saint-Sauveur. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Bordeaux? Ils ont fait Darwin, qui est un écosystème citoyen qui permet de mettre en action toutes les initiatives associatives citoyennes et aussi, on l'oublie, du monde commerçant. Je propose une cité des marchands pour faire évoluer le modèle. Allez, donc, quelque part, encore je dis 4 fois oui. Et puis, un peu de fête, ça, je suis d'accord avec Madame Aubry pour dire qu'il faut un peu plus de convivialité. Et quelque part, on pourrait faire des fêtes interquartiers pour que nos 13 beffrois vivent ensemble. Donc voilà, je dis 4 fois oui à un beau projet type celui de Darwin à Bordeaux, mais à la sauce lilloise. Et je dis 2 fois non, non à la piscine et non au logement. C'est très clair. Bon. On a vu néanmoins que vous aviez pu varier, en tout cas changer de logiciel. C'est ce qu'on se disait, vu l'urgence climatique. On a bien entendu M. Daubresse, avec toute l'expérience d'élu local que vous avez. Martine Aubry, avec toute l'expérience d'élu local que vous avez aussi. Est-ce que vous variez sur ce projet? Eh bien non. Je ne varie pas parce que quand on est écologique, on est contre l'étalement urbain. Quand on est un vrai écologique, on veut une ville durable, c'est-à-dire forte écologiquement, mais juste socialement. Et moi, quand j'ai 16 000 personnes qui veulent un logement, eh bien aujourd'hui, je construis un quartier avec un grand urbaniste dit écologiste, Guel, qui est un quartier bas carbone. Non, c'est la capacité. Et seulement 800 logements sociaux, Madame Aubry. De logements sociaux. Seulement 800 logements sociaux, alors qu'il y a un S'il vous plaît, dans l'enquête publique, dans le projet initial d'enquête publique, il y avait 2500 logements. Dites-nous où vous en êtes aujourd'hui. Excusez-moi, mais si vous voulez bien, j'ai écouté tout le monde, j'aimerais bien qu'on puisse parler, parce qu'autrement, on va continuer à dire n'importe quoi sur Saint-Sauveur. Voilà Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, c'est du béton sur 1 mètre aujourd'hui, plus un belvédère qui sont des sols pollués qui ont été les délaissés d'Euralille. Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Un quartier bas carbone avec des boucles de chaleur, un quartier qui a une capacité de 2000 logements. Il n'y a pas de bureaux. Il y a où il y avait les bureaux. On a maintenant annoncé la forêt urbaine à côté de la piscine, car moi je suis favorable à la piscine. C'est un quartier où il y a 65% de non construits pour 35% de construits. 8 hectares 7 d'espace vert, sans compter bien évidemment la végétalisation des toits, sans compter la poursuite que j'ai obtenue de la SNCF avec la tranchée ferroviaire qui fera 2,5 hectares, je ne le compte pas. C'est un quartier qui sera un vrai quartier durable. Je le dis, monsieur, excusez-moi, il y a dans ce quartier... carbone et haute pollution, quoi, dans ce quartier. Bah écoutez, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui... les chiffres que Philippe c'est l'endroit le plus pollué de l'île. Non, c'est pas l'endroit le plus pollué. Si, le plus pollué... J'ai les chiffres, madame. Moi aussi, j'ai les chiffres. Les plus pollués, entre Ralil... Juste derrière. Non, entre Ralil et la Citadelle, c'est là où d'ailleurs nous allons mettre une trame verte qui va entourer l'île, que nous avons, c'est encore la même. Nous proposons 23 hectares non construits, gérés par les habitants. Nous sommes la seule liste décidée par mais encore une fois, c'est juste on conclut. Martine Aubry, vous concluez. Pardon. Je conclus d'abord que certains ont changé d'avis parce que tout le monde voulait un Central Park pour ceux qui sont au cœur de ville. Moi, je suis pour la marche, je suis pour le vélo, Monsieur Bally. Donc, on est à 10 minutes à pied de la Citadelle. On est à côté du Parc Rouge. On me dit, non, on va aller construire, me dit Julien Poix, au Bois Blanc, oui, dans un quartier populaire. Là où nous voulons, 800 logements sociaux, Madame Aubry, vous auriez pu les faire aussi à Jean Massé, que vous avez vendu au privé, un espace vert entre les deux rives de la Deule. Nous avions travaillé lors du précédent mandat à refaire un projet de piscine à Max Dormois. C'était impossible à cause, je dirais, du terrain et de la façon dont il est constitué. Voilà. Donc,
Mais si c'est vrai, je vous présenterai les deux projets. On va entendre Stéphane Bally. Vous n'êtes pas d'accord avec Martine Aubry. Est-ce que c'est là votre plus gros point de divergence avec Martine Aubry? Les Verts ont toujours voté jusqu'à ces dernières années. Non, il y a la question de la cohérence. Stéphane Bally. Il y a la question de la cohérence. Moi, j'entends l'argument pour Saint-Sauveur de justifiant Saint-Sauveur de l'étalement urbain. Néanmoins, on a la candidate ici présente qui a voté le projet des Muchots, porté par Marc-Philippe Daubresse, et qui a voté aussi les constructions sur la ZAC dite à Est, sur les champs captants. Donc la cohérence, c'est bien de ne pas aller artificialiser sur les terres agricoles en périphérie de l'île et de faire un grand poumon vert sur Saint-Sauveur. Aujourd'hui, le projet Saint-Sauveur, c'est 4 hectares d'espace public. C'est-à-dire, c'est moins de la moitié. Pour nous, Saint-Sauveur, c'est le symptôme d'une méthode qui a échoué. Le cadre, il est clair. Ni bureau, ni piscine, qui est la goutte d'eau qui a fait déborder le projet. Une piscine à Max-Dormois et à Fives. Et du logement ou pas? Je défends un grand parc de 15 hectares qui soit connecté à l'actuel parc Gibet-le-Bas, dont on voyait une photo tout à l'heure, et à la porte de Paris, et de 4 hectares qui soient mis au débat, qui soit un débat unique, une conférence de consensus. Et si construction il y a, on doit avoir des bâtiments type équipement public ou des logements d'utilité sociale, c'est-à-dire logements étudiants dont la ville manque cruellement, et d'avoir éventuellement des logements PLAI, c'est-à-dire à destination des plus modestes. Julien Poix, je vous donne rapidement la parole, et Violette Spielbout d'abord. Écoutez, quand c'est pas clair, c'est qu'il y a un mystère. Nous, notre position n'a jamais varié. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un grand loup. Vous connaissez vos classiques. Et parfois même une meute. Je vais vous dire tous la solution la plus simple, la plus humaine, la plus écologiquement responsable. C'est de dire ces 23 hectares doivent être un parc urbain géré par les habitants. Je termine, Monsieur Bally. Je termine, Monsieur Bally. Monsieur Bally. Parce que vous voulez détruire leur terminer, Julien Poix. Laissez-moi savoir, Monsieur Bally. Que voulez-vous construire? Prenez une carte et mesurez. Il n'y a plus 23 hectares. Les halles, je les garde. J'en fais même une cinémathèque derrière le bistrot Saint-Sauveur. Il n'y a plus 23 hectares. Je termine. 23 hectares non construits, gérés par les habitants, comme à Dijon. À Dijon, ils ont fait un parc géré par les habitants. On détruit le pôle culturel et l'économie sociale et sociale. Je fais une cinémathèque même derrière le bistrot Saint-Sauveur, cinémathèque municipale. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait de cet espace qui est un vide, un plein humain, un plein social. Imaginez les gens qui vont pouvoir s'émanciper en tant que citoyens, se construire en tant qu'individus, ne pas encore mettre du béton. Les vides ne sont pas condamnés à devenir des pleins de béton. Ouais. Vous avez, Madame Aubry, laissé une capitale de béton, nous en ferons une capitale du lien social. Nous on va rapidement, pour respecter le temps de parole, mais quand même rapidement, notre position, elle est claire pour faire respirer l'île. Nous voulons un grand bioparc de 15 hectares, avec un maximum de 1500 logements qui monteront plus en hauteur pour de 18 à 20 étages. Prendre moins d'espace au sol. Et nous voulons une piscine rénovée à Max-Dormois et pas de piscine olympique sur le parc. Mais ce symbole de Saint-Sauveur, c'est le symbole de quoi? C'est de ce que je viens d'entendre. On a une maire sortante qui est fière de ne pas varier, alors que depuis plusieurs années, on a eu 600 contributions négatives aux enquêtes publiques, 13 000 signatures de pétitionnaires riverains qui ne veulent pas du projet de Madame Aubry et de Monsieur Bally aujourd'hui pour Saint-Sauveur. Et on reste avec une équipe socialiste vert sortante qui est isolée, qui reste dans son beffroi, qui n'entend plus, qui n'écoute plus. Et moi, je vais être le maire demain, qui est capable de consulter la population sur les grands sujets, avec une assemblée citoyenne lilloise, d'écouter, d'entendre, d'avoir des méthodes qui, à un moment, permettent de prendre en compte les besoins de la population et l'urgence climatique. Donc aujourd'hui, d'entendre qu'on est fier de ne pas bouger, je pense que c'est là le grand échec des 25 dernières années. On a déjà bougé. Le commissaire enquêteur, 600 personnes ont travaillé pendant 5 ans. On ne vous a pas oublié. On travaillait pendant 5 ans. On ne vous a pas Le commissaire enquêteur a salué le débat public de qualité avec des gens très divers qui ont travaillé pendant 5 ou 6 ans. Alors c'est vrai que c'était avant qu'une association n'arrive et que vous poursuivez derrière. Mais je le redis, nous avons bougé. On n'a pas entendu avec M. Bally, nous avions signé Saint-Sauveur, il y avait un parc de 0,8 hectare et vous étiez d'accord. Il n'y avait pas de piscine. Nous avons bougé. Aujourd'hui, je suis le seul à défendre que Saint-Sauveur est un projet d'espace vert. Eric, parmi 10. Avec du logement. Madame Aubry, est-ce que vous avec un débat. Est-ce que vous êtes prêt à le soumettre à référendum, Monsieur Daubresse?
Je vais laisser un peu parler, parce que Madame Aubry a déjà parlé beaucoup, Monsieur Bailly parle. Laissez parler le représentant du Rassemblement national. Vous n'aurez plus de temps de parole pour votre conclusion. Vous n'aurez plus de temps de parole pour votre conclusion. C'est vrai aussi que... Bon, je vous remercie. Moi, je veux savoir ce qu'on veut comme ville. Les Verts, avec la gestion de la ville avec Martine Aubry, c'est beaucoup de gris pour des Verts. Je n'ai pas entendu les Verts s'insurger contre la disparition du parc des Dondaines qui s'est réduit à peau de chagrin, où maintenant on a bétonisé, alors que ce parc des Dondaines qui avait été donné à la ville de Lille et à Pierre Mauroy pour en faire un centre d'activité pour les jeunes de FIV, eh bien on n'a rien eu. Je n'ai pas entendu les écolos non plus et les Verts. Je n'ai pas entendu les Verts parler du palais de justice construit. Ah si, au conseil municipal, Madame Dalleux a dit qu'il faudrait préserver un peu. Vous ne devez pas lire la presse. Vous me laissez terminer, M. Bailly. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de la contradiction. Je n'ai pas entendu les Verts. Là, c'est du mensonge. C'est pas de la contradiction, c'est du mensonge, monsieur. Pas tous en même temps. Voilà. Simplement, il faut préserver, Madame Dalleux, un peu la biodiversité. C'est tout. Vous nous êtes couchés pour le palais de justice, vous n'avez rien dit pour le parc des Dondaines et pour Saint-Sauveur, vous avez réagi parce que la base écologique vous a dit non, ça va pas. C'est tout. Nous, on a un projet pour Saint-Sauveur, effectivement. Nous, on aimerait effectivement désengorger. Écoutez, encore votre non-campagne. C'est pas votre petit vélo dans le Vieux-Lille que vous pouvez effectivement vous concentrer sur l'actualité des préoccupations des Lillois. Parce que Saint-Sauveur, je ne sais pas si c'est la réelle préoccupation des Lillois. Eh bien, justement, je vous propose d'évoquer une thématique qui va intéresser tous les Lillois, ou une grande majorité en tout cas. Eux ne votent pas, mais leurs parents si. Lille compte 13 000 élèves dans ces écoles maternelles et primaires et nous avons choisi ce soir d'évoquer la restauration scolaire assurée en direct par la ville de Lille. Et donc pour répondre justement là-dessus sur cette question, Stéphane Bailly, sur les cantines scolaires, quelles sont vos propositions là-dessus ? Passer sur des cantines qui soient 100% bio, qui soit local et à une amélioration de la pause méridienne. C'est ce que nous disent les Lillois et les Lilloises, les parents de ces enfants qui vont aujourd'hui déjeuner 4 fois par semaine dans nos cantines. C'est de proposer une alternative végétarienne, déjà mis en place par mon collègue Michel Ifry dans ce mandat, avec 2 repas végétariens par semaine. Et on est opposé à la gratuité de la restauration scolaire. C'est une mesure qui est démagogique et qui propose finalement bénéficie uniquement aux plus aisés. Nous considérons l'amélioration de la pause méridienne dans le contenu de l'assiette et dans l'encadrement. C'est ce que nous disent les Lillois et c'est ce qu'on mesure au quotidien. Donc on vous a justement demandé de vous exprimer sur la gratuité de la cantine. Vous avez voté, on va voir ici les résultats. Faut-il rendre les cantines gratuites? 2 oui, Violette Spilbout et Julien Poix. Sinon, c'est 4 non. Violette Spilbout, alors là vraiment, on va chacun essayer de répondre en 30 secondes, sinon on n'aura pas de conclusion. C'était la toute première mesure de votre programme, la cantine gratuite. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle qui fonctionne très bien d'ailleurs en Suède et en Seine-Saint-Denis où c'est actuellement expérimenté en France. C'est un modèle qui permet à tous les enfants de vivre ensemble le moment du repas dans la continuité de la journée d'école. C'est aussi un modèle qui est prôné par le défenseur des droits de l'enfant, Jacques Toubon, qui va vers un service public de la journée complète, y compris la cantine. Et puis c'est surtout redonner du pouvoir d'achat à toutes les familles, y compris les plus modestes, avec une aide qui va aller de 140 € pour une famille monoparentale aux minima sociaux par an jusqu'à plus de 1 000 € pour des familles de hauts revenus moyens. Et puis surtout, moi je tiens à dire que cette mesure-là, c'est une mesure de justice sociale, une mesure qui gomme toutes les différences entre les enfants. Et puis ce n'est quand même pas Madame Aubry qui va me contredire, elle a sur sa liste une responsable de la FCPE et la FCPE elle-même a vanté le modèle de la cantine scolaire gratuite comme un nouveau choix de société. C'est quand même fort de café parce que vos députés se sont opposés à une proposition que les députés insoumis ont déposée. Oui, mais sur moi la je travaille pour Lille, monsieur. Vous êtes je ne en suis marche pas et vous refusez vous êtes le candidat du à Paris ce que vous voulez donner aux Lillois à Lille. Moi je travaille pour Lille. C'est paradoxal. Vous refusez aux Lillois. On va écouter d'abord Martine Aubry. C'est quand même paradoxal. Vous bloquez à Paris ce que une mesure comme celle-là, c'est vraiment la justice à la Macron. Vous voyez, c'est comme quand on dit pour les retraites, vous allez cotiser 1 € cotisé va vous donner les mêmes droits.
en oubliant que quand on avait les 25 meilleures années, eh bien, on avait une retraite beaucoup plus élevée. Ça, c'est une fausse mesure de justice qui rapportera 826 € aux plus riches et 87 € pour ceux qui payent le moins aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment une fausse mesure. 46% aujourd'hui des enfants payent moins de 1 €. Nous avons une cantine de grande qualité, avec, je veux aussi qu'il y ait plus de local et bio, mais il faut le trouver. Aujourd'hui. Oui, mais faut-il encore le trouver? Quand j'étais présidente de la MEL, j'ai essayé de travailler avec les agriculteurs pour qu'ils passent à une culture bio et de qualité. Il faut une régie agricole métropolitaine. Il faut effectivement continuer. Deuxièmement, nous voulons des écoles vertes. Il y a déjà une débétonisation des écoles qui ont eu lieu. Il y a déjà 39% qui ont un jardin, et c'est très important. Récupération de l'eau de pluie, composteur. Il faut des enfants qui viennent en vélo ou en trottinette. On a mis des garages. On a dit 30 secondes, s'il mais aujourd'hui, vous avez toujours une cantine où on amène des poires en congelé. On revient juste à la question qu'on vous a posée sur les cantines scolaires. Marc-Philippe Daubresse. Barquettes en plastique. Marc-Philippe Daubresse, vous êtes opposé à la gratuité. Il n'y a plus de plastique dans les cantines scolaires. Travail de Michel Ifrane. Moi, j'ai été maire pendant plusieurs années. C'est irresponsable, démagogue et injuste socialement de proposer cette mesure. Je suis clair, moi je ne suis pas un irresponsable. Parce que 45% des enfants paient moins de 1 € et que ça va profiter essentiellement... Pour vous, 140 € par an, c'est peut-être pas grand-chose. Non, je ne parle pas des 140 €, madame, je parle des 1 000 € dont vous avez parlé juste avant. Et je dis qu'on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes. Oui, bien sûr, au circuit court, qui est plus facile à trouver que le bio, absolument. Mais ça suppose des problèmes d'approvisionnement logistique. C'est ce à quoi on est tous pour. Mais moi, j'ai essayé. C'est compliqué à faire, mais je suis pour. Ça aura un coût supplémentaire. Je suis pour qu'on ne répercute pas ce coût. Par contre, attendez, je n'ai pas fini. Par contre, je propose qu'on aligne l'aide au repas pour le public au privé. Et ça, je suis le seul à le proposer. C'est une mesure qui ne coûte pas très cher et qui se fait dans d'autres communes. Très bien. Et je pense que ce serait l'équité. Rapidement. Alors, la cantine bio est gratuite, c'est un droit universel. Ça coûte 2 millions d'euros en plus par an. Aujourd'hui, l'assiette repose sur les classes moyennes. Je termine mon propos, Madame Aubry, s'il vous plaît. Il ne faut pas que l'effort repose sur les classes moyennes. Vous savez, il y a des enfants qui n'ont pas encore l'accès au bio. Et il faut connecter cette idée de cantine bio avec un projet que nous portons au niveau de la métropole, c'est-à-dire le développement d'une ceinture de maraîchage bio avec un pôle de l'agriculture à Bois-Blanc. Et à l'homme, en lien avec le lycée agricole, il faut créer une régie agricole métropolitaine. Pourquoi faire? Pour anticiper l'autosuffisance alimentaire d'ici 2050. C'est une nécessité. C'est de l'emploi aussi. L'écologie populaire. En guise de si vous voulez tous avoir un temps de conclusion, alors on vous propose de profiter de votre juste temps de 2 mots. Sinon. Rien n'est gratuit. Et effectivement, à Lille, les repas sont, je crois, la base 50 centimes et le CCAS vient aider les familles et le CCAS doit aider de toute manière les familles. Mais ce que je reproche, c'est le programme de M. Bailly, c'est qu'il impose à des gens qui ne sont pas forcément végétariens de la cantine végétarienne. C'est une alternative Allez, végétarienne en guise de conclusion, je propose propose de vous donner à chacun 45 secondes de temps de parole. C'est une nécessité. Nous avons tiré au sort, s'il vous plaît. Alors sinon, vous n'avez pas de conclusion, c'est vous qui voyez. Marc-Philippe Daubresse, vous avez 45 secondes, on a tiré au sort. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans ce débat? On a vu qu'il y a 2 personnes qui ont l'expérience de la gestion, qui ont les réseaux nationaux pour défendre les grands projets, qui connaissent bien la communauté urbaine, Mme Aubry qui est le maire sortant, et moi-même, avec Valérie Petit, pas de lapsus. Pas encore. C'est compliqué à suivre. C'est compliqué l'élever. Valérie Petit et Thierry Pochet. Non. Et donc, par contre, qu'est-ce qu'on a vu? Un autre clivage. On a vu du pragmatisme et du dogmatisme. Moi, je suis pour les choses qui marchent et je constate qu'il y a beaucoup de volonté d'imposer des choses, voire des choses complètement incohérentes, impossibles à faire. Les 70% de logements sociaux, par exemple, parce que ça dépend des agréments. Monsieur Poix, excusez-moi, vous ne connaissez pas votre dossier logement. Ça dépend des agréments de l'État et ça dépend de la MEL. Martine Aubry, 45 secondes avec ou sans lapsus. La seule alternance crédible, c'est-à-dire les pragmatiques qui ont de l'expérience. Martine Aubry. Moi, je préfère m'adresser aux Lillois. Je ne vais pas redire ici ma passion pour Lille, cette ville qui est à la fois créative, énergique et aussi tellement solidaire. Je veux qu'elle aille plus haut et plus fort pour en faire une référence du mieux vivre social et écologique avec encore plus de démocratie avec les Lillois. Je crois le dire, je pense avoir l'expérience et le courage. Je pense surtout qu'avec moi, il n'y aura pas de démagogie, il n'y aura pas de versatilité, pas non plus d'immobilisme comme certains le font. Voilà. Et je souhaite dire que j'ai une belle équipe qui est à la fois d'expérience et d'avenir et qui a la volonté de mettre sa vision et ses talents au service des Lillois avec eux. Voilà. Et donc, maintenant, c'est aux Lillois de choisir. À votre tour, Stéphane Bailly.
Des choix sont nécessaires. Le 15 mars, faisons un vote positif, faisons un vote d'espoir. Les décisions que nous aurons à prendre nécessitent de la cohérence en arrêtant le en même temps, nécessitent du courage en arrêtant les petits pas. Notre responsabilité est immense pour que les jeunes Lillois d'aujourd'hui puissent demain avoir le pouvoir d'agir. L'inévitable métamorphose du XXIe siècle est celle de l'écologie. Le monde de demain existe déjà. Il ne demande qu'à grandir, il ne demande qu'à changer d'échelle. Le temps de l'écologie est venu. Nous sommes prêts. Chers Lillois, chères Lilloises, une nouvelle page s'ouvre à écrire ensemble en votant le 15 mars, Lille verte 2020. Je vous remercie. Votre mot de la fin, Violette Spilbout. En réalité, ici, dans cette salle, nous partageons beaucoup de constats, sauf que certains ici ont eu le pouvoir de changer la donne pendant les 18 dernières années. La différence, demain, ça sera entre les diseux et les faiseux. Moi, je vais être une maire qui réconcilie les Lillois dans une ville où tout les oppose. Le Vieux-Lille contre l'Île-Sud, Moulins contre Vauban. Les modes de transport, ceux qui utilisent la voiture, qui sont culpabilisés face à ceux qui utilisent le vélo ou les piétons, qui sont en galère. Le public contre le privé, les entreprises contre les associations, les commerçants contre les habitants. Le 23 mars matin, je serai le maire du quotidien, entouré d'une équipe d'élus et d'agents qui seront 100% au service de tous les Lillois, tous les Élémois, tous les Lomois. Et pour faire respirer Lille, on est à zéro. J'irai servir ma ville avec tout mon cœur, toute ma sincérité, Julien Poix, toute mon énergie. C'est à vous. Dimanche, vous allez pouvoir écrire une nouvelle page collective de l'histoire de Lille. Cette page, elle s'écrira avec les associations, avec les citoyens. Je ne serai pas le maire assis sur son trône qui décide de la couleur des pavés dans son bureau. Je serai le maire de tous les Lillois. Je serai le maire des précaires, des retraités qui vivent avec 500 € par mois. Je serai le maire des employés, des classes moyennes qui ont du mal à se loger dans la ville. Je serai le maire de tous les étudiants. Je serai le maire de toutes celles et tous ceux qui ne sont pas visibles dans la ville, qui sont invisibles. Le dimanche 15 mars, vous allez pouvoir envoyer un message clair. Vous avez la clé de la ville, vous avez la clé du Beffroi, vous avez la clé de votre destin. Vous pourrez envoyer à la mairie des élus, des femmes et des hommes qui vous ressemblent et qui feront, comme Adrien Quatennens et Hugo Bernalicis, les députés de la France Insoumise, le travail pour vous représenter avec dignité. Faites le choix de reprendre. Comme on a les clés du studio, il va falloir fermer, arrêter l'émission. Éric Catelin-Denume. Oui, je vous remercie. Moi, j'aime ma ville. Je suis lillois. Je trouve que Lille est une très belle ville. Malheureusement, pendant tous ces débats, pendant toute cette campagne, je n'ai entendu parler que du centre-ville, que du Vieux-Lille. Monsieur Daubresse a encore tout à l'heure parlé de l'expérience et donc si on doit l'écouter, si on doit écouter Madame Aubry, eh bien nous sommes tous des amateurs, mais eux aussi un jour ils ont été amateurs et il faut un jour passer la main. Il faut un jour passer la main et je pense qu'effectivement il est temps qu'il y ait une ville qu'on retrouve plus humaine, plus proche des citoyens, qu'on s'occupe davantage des autres quartiers qui ont été délaissés pendant des années par l'équipe en place, tant par les socialistes que par les Verts. Merci beaucoup. On mentionne aussi les 4 autres candidats tête de liste à Lille. Nicole Baudrin, Beryl Ben Youssef, Alexandre Chantry, Antoine Statoulias. Voilà pour ce premier débat de la soirée consacré au municipal 2020. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci Stéphane et on vous retrouve dès demain matin sur France Bleu Nord avec des extraits. Et place maintenant au second débat.